Les podcasts d'Unisson, c'est maintenant. Bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir pour le troisième temps consacré à la grande figure de l'émir Abdelkader. C'est le troisième et le dernier rendez-vous. Alors ce soir, on a souhaité clôturer donc ce cycle autour de l'émir Abdelkader à travers la présentation du dernier roman, l'avant-dernier, puisqu'il y a eu le talisman d'Abdelkader, de La plume de Tahir de Ahmed Bouyerden et Frédéric Magnan. Donc sur ma droite, Ahmed Bouyerden, que certains ont déjà rencontré au printemps dernier, en juin dernier, qui nous a fait le plaisir d'être là parmi nous, et Frédéric Magnan, co-auteur de ce livre, qui est aussi éditeur. Et voilà. Donc je voulais vous remercier d'être là. Et avant de démarrer la soirée, donc je voudrais vous présenter nos deux invités. Donc Ahmed Bouyerden, qui est historien et on le nomme comme étant le spécialiste de l'émir Abdelkader. Et Frédéric Magnan, qui donc a d'abord été journaliste, ensuite auteur, ensuite illustrateur et maintenant directeur de maison d'édition, Un chat la nuit. Voilà, la maison qui a édité donc les deux derniers ouvrages, La plume de Tahir et Le talisman d'Abdelkader. Alors avant de commencer, je voudrais vous dire que les deux personnages que vous avez donc en face de vous ce soir se sont rencontrés quand ils avaient l'âge de 20 ans, en cours de dessin à Ivry-sur-Seine. Et plus de 30 ans après, voire 40, ils ont décidé de se retrouver pour écrire ensemble La plume de Tahir. Alors La plume de Tahir, on vous l'a présenté, c'est l'histoire entre Arthur Rimbaud, le jeune, l'adolescent, et le grand émir Abdelkader. Mais avant tout, j'aimerais donner la parole à nos invités pour qu'ils puissent nous raconter la genèse de ce projet. Comment le projet de ce roman est arrivé et combien de temps il a mis pour arriver donc jusqu'à nos mains. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci Ahmed. Je pensais que tu allais te lancer tout de suite pour donner une réponse. Alors, comment la genèse de ce livre Euh, première réponse, élément de réponse, moi je n'aurais pas écrit La plume de Tahir sans Ahmed. Simplement parce que, comme Malika le disait, Ahmed est historien, spécialiste de l'émir Abdelkader, de la figure de l'émir Abdelkader, et moi, c'est un personnage dont j'avais entendu parler euh, à l'école primaire, ou peut-être au début du collège, un petit peu comme beaucoup d'élèves français, à propos de l'épisode de la prise de la Smala d'Abdelkader. Ça se limitait à peu près à ça. Et donc, en effet, avec Ahmed, on se connaît depuis 30 ans, et on a toujours suivi le parcours l'un de l'autre, et sans jamais se perdre de vue. Et Ahmed, sachant que moi, j'évoluais dans le domaine de l'édition, de l'écriture, que j'avais évolué vers une écriture plutôt de fiction, m'a dit pendant plusieurs années, il faudrait qu'on puisse écrire quelque chose, une fiction à propos de l'émir Abdelkader, et notamment en essayant de s'adresser aux plus jeunes, à des jeunes lecteurs. Euh, et voilà, c'est comme ça qu'on s'est attelé à la tâche. C'est un travail qui a duré, qui s'est étalé plus exactement sur plusieurs années, 4, 5 ans. Pourquoi? Parce qu'il y avait, pour Ahmed comme pour moi, d'autres projets en cours, mais aussi parce que euh, il y a eu plusieurs versions du texte, 6 ou 7 versions. Le texte a évolué dans le temps. La construction du récit aussi, du texte, a demandé beaucoup
de travail, de recherche, de minutie, de travail d'historien de la part d'Ahmed, aussi bien pour ce qui concerne la partie algérienne et l'émir Abdelkader que pour ce qui concerne la partie ardennaise avec le jeune Arthur Rimbaud. Je ne vais pas tout raconter maintenant, mais on s'est rendu à Charleville-Mézières sur les pas d'Arthur Rimbaud, jusque dans les environs de Charleville, dans la ferme de la famille d'Arthur Rimbaud, qui n'existe plus aujourd'hui, mais en tout cas, on était sur les lieux. Donc voilà, tout un travail qui a duré, qui s'est étalé sur plusieurs années. Je tiens à préciser, je ne vous l'ai peut-être pas dit tout à l'heure en vous présentant le livre, c'est donc un roman de fiction historique. Alors pourquoi historique? Parce qu'il est basé sur des faits réels, puisque l'émir Abdelkader a existé, également le jeune Arthur Rimbaud, mais il y a une dimension fiction, un peu, je dirais, de conte, un conte, une fraise historique presque, et c'est pourquoi il a fallu donc faire tout un travail de recherche historique, mais aussi tout un travail d'imagination. Mais là, sur cette partie, tu peux nous en dire un peu plus, Ahmed? Oui, alors, ouais, Frédéric disait que son premier contact avec Abdelkader, ça a été par l'école. Moi, l'école le plus loin que je me souvienne, dans le primaire, les héros qu'on m'a inculqués, mais qu'il le reste aujourd'hui, c'était Du Guesclin, Clovis, Jeanne d'Arc, Saint-François, aussi Saint-François d'Assise, mais il n'y a pas d'Abdelkader. Et puis en tout cas, il n'y a pas de figure sarrasine ou de sarrasin dont je me souviens qui m'aurait été léguée par l'école républicaine, puisque j'ai fait ma scolarité, toute ma scolarité en France. Mais par contre, il y avait, ça c'est mon rapport à Abdelkader, je suis d'origine algérienne, donc je suis arrivé à l'âge de 4 ans, et dans l'appartement de mes parents, donc dans la banlieue nord de Paris, il y avait au mur, vous savez que dans les familles musulmanes, il y a peu d'images sur les murs, hein, et quand il y a des photographies, c'est les photographies des grands-parents, des arrière-grands-parents, enfin pour ceux qui avaient des photos de leurs grands-parents. Pour mon cas, pour ma part, on n'avait pas de photos de mes grands-parents pour cause. Certains ont disparu. Moi, en l'occurrence, mon grand-père a disparu en 42, peut-être de la peste de Camus, puisqu'il a disparu à Oran. Il y avait une épidémie de typhus. Ma grand-mère, elle, a disparu pendant la guerre d'Algérie, arrêtée par l'armée française, etc. Donc on n'avait pas d'image de nos grands-parents. Par contre, il y avait une photographie que je ne saurais être que beaucoup plus tard, celle de l'émir Abdelkader, de Karja, réalisée en 1865. Donc celle-là, je savais, c'était mes parents qui avaient eu cette idée de génie de mettre le portrait d'Abdelkader sur le mur. Et donc j'ai grandi ça, mais dans l'inconscient, c'est-à-dire que ce n'était pas conscientisé. Mes parents n'ayant jamais été à l'école, étant eux-mêmes analphabètes, n'avaient pas cette histoire. Ils savaient juste qu'Abdelkader était un grand homme, un homme valeureux, et j'avais cette photo, encore une fois, de Karja dans la maison. Ça, c'est pour l'aspect premier, émotionnel de mon rapport à Abdelkader. Maintenant, la figure de Rimbaud, j'aimerais aussi en parler. Moi, je l'ai découvert, si vous voulez, quand on a cette double origine qui est la nôtre, hein, notamment les franco-algériens, mais c'est aussi vrai pour d'autres, hein, franco-marocains, etc. On a parfois cette question, mais je dirais que c'est encore plus fort dans l'histoire franco-algérienne, cette nécessité d'avoir des modèles qui puissent relier nos deux cultures. Vous savez, il y a parfois, moi je sais que tout mon parcours, ça a été de trouver des figures de relations, des figures qui allaient relier ces deux cultures de manière à ne pas me diviser, si je puis dire, intérieurement, ou que ces deux parts ne se confrontent pas intérieurement. Et parmi ces figures, il y a eu à un moment donné la rencontre du jeune Arthur Rimbaud. Moi, Arthur Rimbaud, ce qui m'a tout de suite saisi, et ce qu'on ne sait pas d'ailleurs, c'est ce que je disais à Malika, si on posait la question à la salle, quelqu'un savait-il que Arthur Rimbaud était arabisant? On ne nous l'apprend pas à l'école. Et pourtant, ça serait si important pour nos jeunes. Ils pourraient s'intéresser à l'auteur des Illuminations ou à l'auteur du Bateau ivre. Donc, comme vous le savez, il a révolutionné la poésie française. C'est un plus grand poète français de la modernité, mais peut-être voire plus, un génie en soi. Mais il était arabisant et son père était arabisant, Frédéric Rimbaud, de la même manière. On le sait très peu. Il était basé en Algérie, était sous-chef de bureau arabe dans la ville de Sebdoun, non loin de Tlemcen, etc. Donc, découvrant ça à un moment donné, je voyais Rimbaud différemment.
Et j'ai même lu Rimbaud différemment, sa poésie, parce qu'il y a une dimension aussi, même si c'est l'esthétique qui est mise en avant par nos enseignants, mais il y a une dimension mystique chez les poètes, et notamment chez Rimbaud. Enfin voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a des raisons très subjectives qui font qu'on s'intéresse à des personnages, et pour le coup, même si par la suite on va leur donner une dimension plus objective, moi par exemple par rapport à la recherche en histoire, mais aussi grâce à Frédéric, de passer par la fiction. Et la fiction chez Abdelkader, enfin l'histoire avec un grand H chez Abdelkader côtoie souvent la légende en quelque sorte, et la légende a beaucoup à voir avec la fiction, justement. Alors, le point de départ de ce livre, c'est le poème Djoukourta de Arthur Rimbaud. Et en fait, on se rend compte que dans la réalité, Arthur Rimbaud n'a pas rencontré l'émir Abdelkader. En revanche, il l'a rencontré spirituellement en partant à la recherche de son père. Et alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément précisé, mais le livre, il est constitué en fait par épisodes, donc de passionnants épisodes, de chapitres précisément, où il y a une partie qui se passe dans les Ardennes, la partie d'Arthur Rimbaud, dans la campagne française de cette période, et une partie chez l'émir Abdelkader en Algérie, dans l'Asmala, ou en tout cas autour de l'Asmala, mais on vit pleinement dans l'Asmala. Et j'aimerais vous lire un petit passage pour vous planter le décor sur la rencontre entre l'émir Abdelkader et Arthur Rimbaud. Alors juste un bref passage. Alors, le cœur battant, le garçon ôte le cadenas, soulève le couvercle. Un parfum puissant s'en échappe aussitôt. Arthur en est bouleversé. Il ne sait pourquoi. L'odeur est agréable, fruitée, sucrée. Un bouquet de fines branchettes aux petites feuilles d'un vert plus foncé que le thym repose dans un coin de la caisse. Habitués à la végétation des Ardennes, Arthur et Frédéric respirent pour la première fois, sans le savoir, l'odeur du myrte, emblématique des rives de la Méditerranée. Alors je m'arrête là. C'est juste pour vous donner une idée qu'en fait, Frédéric et Ahmed ont fait un véritable travail de reconstitution, si je peux me permettre l'expression, sur la période de Arthur Rimbaud adolescent et l'émir Abdelkader. Alors là, à l'époque du livre, l'émir Abdelkader, il a environ 40 ans ou... Ça évolue pour la période algérienne, mais pour Arthur, c'est évidemment le début des années 1860, mais pour Abdelkader, ça commence déjà avec sa naissance, puisqu'on revient, donc on est en 1808, et ensuite, c'est différentes périodes de sa vie, justement. Différentes périodes de l'émir Abdelkader. Et la grande question, c'est... En tout cas, pour moi, la première, c'est on a tous eu, donc là, vous l'avez vu à travers l'exposition, à travers les différentes rencontres autour de l'émir Abdelkader, à travers le documentaire que vous avez vu la semaine dernière, on s'est tous créé un imaginaire de l'émir Abdelkader. Alors, dans ce livre, on rentre en fait en contact avec l'émir. On l'entend respirer, on l'entend rougir, on le sent rougir, on le sent triste, on l'entend prier, on rencontre en fait en réel, bien que ce soit de l'imaginaire, l'émir Abdelkader. Et je trouvais assez fascinant le travail intellectuel qu'ont dû faire les deux auteurs pour partir d'un personnage historique basé donc sur que de l'écrit, c'est des récits écrits sur lesquels tu t'es appuyé, Ahmed, et le mettre en vie. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Je sais que ça n'a pas toujours été facile pour Ahmed. J'en suis désolé, parce que, voilà, en tant qu'historien, Ahmed apportait les éléments, les faits vérifiés par lui et d'autres, ses prédécesseurs. Et à partir de ces éléments-là, effectivement, tout l'enjeu du livre, du récit, c'était j'allais dire, redonner vie à l'émir Abdelkader et aux autres personnages, à Arthur Rimbaud et sa famille aussi. Mais c'est aussi ce qui était passionnant, c'est-à-dire la question et les échanges qu'on pouvait avoir avec Ahmed, une fois qu'on avait défini les scènes, les moments où on voulait faire intervenir l'émir, c'était se dire, voilà, l'émir, cet homme est placé dans cette situation, telle situation, comment est-ce qu'il réagit ? Comment est-ce qu'il réagirait ? Comment est-ce qu'il réagirait ? Ça, justement, l'historien peut le savoir, mais aussi comment est-ce qu'il s'exprimerait ?
qu'est-ce qu'il ressentirait profondément à ce moment-là. Et là, c'est plus le travail de l'imagination et de la fiction. Et c'est là où il y avait un échange aussi entre moi et Ahmed, puisque c'est vraiment une écriture à quatre mains. Moi, interrogeant Ahmed sur, voilà, l'émir, à ce moment-là, placé dans cette situation, comment est-ce qu'il pouvait se sentir, qu'est-ce qu'il pouvait dire, donc quelles paroles il pouvait prononcer. Et une fois qu'on était d'accord, voilà, il y avait là ensuite le travail d'écriture plus littéraire sur, j'allais dire, comment mettre ça en musique, comme on dit un peu couramment, mais comment l'articuler, comment rendre vie, donner vie à ces éléments-là. Mais en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce livre-là, c'est aussi une rencontre d'une ambivalence. En fait, la figure d'Abdelkader, c'est une figure de paradoxe. Vous savez ce que veut dire paradoxe ou paradoxal? Paradoxe, ça veut dire au-delà de la doctrine, au-delà de la doxa. Et l'émir Abdelkader est une figure que certains diraient contradictoire en apparence. Et ce travail qui a été fait, donc à la fois qui s'inspire de la grande histoire avec un H et de la fiction, avec l'histoire avec un H minuscule, un H majuscule et H minuscule, elle est un peu à l'image justement d'Abdelkader en quelque sorte. Et donc pour moi, si vous voulez, l'écriture de l'histoire, elle est venue sur le tard parce que mon premier objectif, moi je viens à l'origine, ma formation c'est une école d'art, une école nationale d'art. Et je suis très visuel, c'est-à-dire que quand on me parle du monde, moi, c'est surtout des images. Et c'est pour ça que j'ai toujours préféré la poésie en littérature à la prose, la versification à la prose. C'est parce que pour moi, la poésie a quelque chose, un rapport avec l'image. Et je suis donc plutôt visuel. Et c'est uniquement le premier projet que j'ai eu sur Abdelkader, c'était un film. C'est pour vous dire, j'ai écrit un scénario, etc. Et ça fait presque 20 ans maintenant. Et de fil en aiguille, j'ai écrit des articles, des livres, des essais, une thèse de doctorat et toujours pas de film. Et j'ai pris le pli, j'allais dire, celui de tout vérifier. Vous savez qu'il y a toute une méthode pour l'historien. Et donc, du coup, dans cette méthode, il y a le fait de ne se baser précisément que sur les faits, ce qui est vérifiable. Donc, avec une hiérarchisation de l'information, avec enlever tous les sentiments de ce qu'on pourrait appeler du pathos, etc. Dans le texte, non, il s'agit uniquement d'apporter des faits, de faire un récit. Et en même temps, il y avait toujours cette volonté en moi de donner un récit vivant. C'est pour ça que, par exemple, La guerre et la paix, un livre sur la période de la captivité de l'émir et les raisons pour lesquelles il va cesser les combats, je l'ai fait, si vous voulez, avec une sorte de récit, une fluidité pour ne pas ennuyer justement le lecteur, aller tout le temps voir des analyses. Les analyses, je les laisse en bas de page. Et je suis persuadé, c'est suite à une discussion, d'ailleurs le préfacier du livre, La plume de Tahir, est David Diop, qui est un ami, qui est d'ailleurs prix Goncourt 2018, prix Goncourt des lycéens 2018, et qui, lui, est enseignant de littérature du XVIIIe siècle. Et un jour, dans un échange que j'avais avec lui, il m'expliquait qu'il ne pensait pas que qu'on ne pouvait pas arriver à décrire la réalité par l'essai aussi bien que par la fiction. C'était étonnant pour quelqu'un qui enseignait la littérature du 18e. Et c'est qu'après qu'il a commencé à écrire des romans, donc son deuxième roman, parce que le premier est passé complètement inaperçu, qui était d'ailleurs passionnant. Et deuxième, il a eu ce prix Goncourt, le pauvre, il s'est retrouvé à la lumière des projecteurs. Et donc, il s'est mis à écrire de la fiction. Mais en quelque sorte, et ça, je lui donne complètement raison, je trouve que dans la fiction, par la fiction, il y a une possibilité de passer l'essentiel de manière beaucoup plus aisée, beaucoup plus simple que par l'outil historique, si je puis dire, par l'histoire. Et la rencontre avec Frédéric, qui avait déjà quelques centaines de pages d'écriture de la fiction, parce que c'est une manière d'écrire, hein, on est bien d'accord. Moi, je me suis privé justement de décrire des ambiances, des émotions, etc. Donc, du coup, Frédéric est vraiment venu donner du souffle, du sang, des choses dont je me suis privé pendant longtemps. Donc ça m'a libéré. Donc du coup, évidemment, j'ai participé aussi à ça. Et ça m'a beaucoup aidé. Ceci étant, il parlait de crispation. Moi, c'était, bon,
Parce que vous avez compris, moi, ce qui m'insupporte à chaque fois lorsqu'il y a une vision, c'est la vision orientaliste ou la vision exotique du Maghreb, du monde arabe. C'est toujours les mêmes clichés, stéréotypes qu'il y a, et je ne supporte pas. Donc, au moins, dans ces livres-là, on a tout fait. Évidemment, avec Frédéric, tu te souviendras de certaines phases où Frédéric écrivait une scène, par exemple, de retrouvailles d'Abdelkader avec sa cousine qui allait devenir sa femme. Ah, je dis, ah non. Je dis, Frédéric, non. Ça se fait pas comme ça chez nous, c'est pas possible. Voilà. Et puis lui, il me renvoie le texte, mais oui, mais un peu de tendresse quand même. Je dis, oui, mais la tendresse, elle a ses modes et les modalités. Et puis je lui dis, voilà comment on peut exprimer la tendresse dans ce milieu musulman, début du 19e siècle. Là, oui, là, ça va pas passer. Là, c'est trop hollywoodien, quoi. Et non, quand je dis trop hollywoodien, voilà, non, mais il y avait une intention, c'était vraiment de faire passer, et c'est très bien, c'est ce que je dis encore une fois, c'est que il y a des blocages parfois, et ce dialogue qu'il y a eu entre lui et moi, donc qui était un dialogue culturel, un dialogue de sensibilité, un dialogue aussi de quelqu'un de la fiction et quelqu'un qui était plus dans l'histoire, et ben ça a produit le livre d'un autre. Et c'est pour ça que ce que tu disais tout à l'heure, moi, tu n'aurais pas pu le faire sans moi, je dirais que j'aurais pas pu le faire sans toi non plus. Et d'ailleurs, tout au long du livre, quand on commence à bien connaître l'histoire de l'émir Abdelkader, il y a des passages, par exemple, où on retrouve la nomination de Abdelkader qui devient émir. Donc ça, c'est une séquence qui est très belle. Et je voulais, pour vous dire comment le roman a réussi à donner de la vie à l'émir Abdelkader. Il y a ce passage où il devient donc émir. Et donc il dit une phrase qui lui a été donc annoncée par Sidi Laraj. C'est ça, hein, Laraj, écrit en français. À propos de celui qui détient le pouvoir, nos maîtres soufis disent ceci. Il s'épuise au service des autres, telle une chandelle qui se consume à mesure qu'elle éclaire. Donc ça, c'est toute la dimension spirituelle et qui est fascinante parce que quand on découvre l'émir Abdelkader, on se rend compte qu'il a une dimension géopolitique très forte. Et dans le livre, alors ça, du coup, comment vous avez pu, vous, articuler ces faits historiques? Donc on parle aussi beaucoup du traité de la Tafna dans le livre, enfin on en parle bien même. On nous l'exprime même un peu mieux que quand on le lit comme ça de manière informative. Comment vous avez, du coup, ponctué la réalité avec la fiction? Ça s'est fait, encore une fois, sur les bases des témoignages, les bases de tout le matériel informatif que Ahmed a apporté. Et à partir de là, il s'agissait encore une fois, de rentrer dans l'intérieur des personnages, d'essayer d'imaginer telle personne placée dans telle situation, comment est-ce qu'elle la vit, comment est-ce qu'elle peut réagir en fonction de ce qu'elle est, en fonction de son vécu. Par exemple, pour la Tafna, effectivement, pour cette rencontre, on se place à un moment du point de vue d'un officier français qui assiste à la rencontre. Et on essaye de donner son point de vue, ce qu'il voit, qui est un point de vue différent d'un autre témoin, par exemple du côté algérien. Voilà, à chaque fois, l'effort d'écriture, de fiction, c'était d'essayer de cerner le personnage qu'on avait en face de soi et de se dire, ce personnage-là, tel qu'il est, comment est-ce que lui, il agirait, réagirait, parlerait? Oui, après, vous savez, c'est comme, parfois je me dis si avec l'âge, on finit pas à un moment donné à confondre les vrais souvenirs, des projets, des rêves qu'on a eus. Et en plus, quand on se met à écrire, et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours refusé de lire des fictions sur Abdelkader, c'était que déjà j'avais du mal, dans ma recherche historique, à distinguer la figure historique de la figure légende, parce qu'il y a une légende d'Abdelkader qui est née en même temps que la figure historique.
Et là, rien que là, c'est extraordinaire, hein. Ce qui se raconte sur Abdelkader, ses exploits, que ce soit du côté des témoins français ou des témoins algériens, musulmans. Et je me suis toujours refusé de lire des fictions parce qu'il s'agit toujours de bien compartimenter le réel avec l'imaginaire. Et là, quand on me parle du traité de la Tafna, je ne sais plus ce qui s'est réel, ce qui a été écrit dans la plume de Tahir, parce que j'ai d'autres témoins en tête qui m'apparaissent avec des noms, des dates, et donc du coup, ça reste toujours très, très difficile. Mais l'idée du traité de la Tafna, comme vous le savez, qui a été signé dans les derniers jours du mois de mai 1837, ça a été l'amorce de cet embryon d'État que l'émir Abdelkader va mettre en place. Donc on a là vraiment la figure politique qui arrive à imposer, en quelque sorte, ou en tout cas à imposer donc un traité à la première armée du monde. C'est pas rien. Même si plus tard, même si la France a une idée, les autorités françaises ont une idée derrière la tête, il n'empêche que à partir de ce traité, l'Algérie naît avec les 2 tiers du territoire qui est sous l'administration de l'émir Abdelkader, avec une administration, avec des corps d'État, avec une justice, etc., une frappée-monnaie, etc., etc. Et cet homme, Abdelkader, donc le moment de 1837 est intéressant parce que c'est aussi la première rencontre entre ces deux, et la première et la dernière, entre ces deux figures emblématiques du début de la conquête de l'Algérie. Donc d'un côté, le général et futur maréchal Bugeaud et l'émir Abdelkader. Donc, sachant qu'il y a une différence d'âge entre les deux, hein, une vingtaine d'années, Abdelkader est encore à peine 30 ans à ce moment-là, et en même temps déploie déjà tout son génie. Et donc moi l'idée c'était vraiment d'essayer, maintenant ça me revient petit à petit, mais c'était parce qu'il y a un côté cinématographique dans cette signature du traité, où il y a l'armée française qui reste en arrière, et puis il y a l'armée de l'émir qui évidemment a fait appel à tous les hommes, les cavaliers de toutes les tribus de l'Ouest, et à un moment donné ils sortent tous, mais au son de la musique militaire algérienne, qui sortent tous au même moment, et là c'est un témoin qui le raconte, et on le raconte dans le livre, derrière les mamelons, donc derrière les collines, sur des kilomètres, des cavaliers qui sortent comme ça. Vous imaginez avec la lumière, il est à peu près 16h30, et vous imaginez la lumière déclinante et toute cette cavalerie qui arrive pour impressionner évidemment le représentant de la France qui est là. Et il y a là des témoins qui décrivent là, et puis ce jeune cavalier qui arrive et qui descend, et qui s'assoit par terre et qui négocie avec le général Bugeaud. Donc évidemment, il y a matière à faire de la fiction, il y a même matière à faire une scène cinématographique extraordinaire. Mais en même temps, c'est déjà de la fiction, alors que c'est des témoignages apportés par au moins 3 officiers français de cette rencontre. Et donc, ce roman historique aussi, il est porté par de jeunes personnages, donc Arthur Rimbaud, adolescent, mais aussi Mohamed et Marie. Et oui, Mohamed et Marie. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire, on a rarement le point de vue des jeunes, de l'adolescent. Grâce à la présence de Mohamed et de Marie, on découvre la vie de la Smala. Si vous voulez, donc si j'ai été claire, hein, le roman, voilà, c'est en 2 temps. Il y a le temps les Ardennes, la France, Arthur Rimbaud adolescent, et de l'autre côté, il y a l'Algérie de l'émir Abdelkader, le désert algérien, la Smala à travers le regard de Mohamed et de Marie. Donc une très belle amitié naissante, au gré, qui est née d'ailleurs à cause des batailles. Oui, en effet. Euh, C'était important de donner aussi, j'allais dire, un apport de vie aussi dans notre récit à travers ces deux jeunes enfants. Puisque, voilà, Mohamed, dans notre récit, il aurait 11-12 ans, Marie serait plus jeune, une petite fille. Et ça aussi pour donner dans notre récit des instants à la fois peut-être plus apaisés, mais aussi avec des émotions, des sentiments assez forts, et en se mettant à niveau d'enfant. Donc il faut savoir, et là aussi c'est un apport d'Ahmed, hein, que
cette petite Marie qui, dans notre récit, se trouve dans la Smala. On raconte comment elle arrive dans la Smala, mais cette petite fille a vraiment existé. Son récit a été documenté. En tout cas, il a eu un écho dans les journaux de l'époque aussi. Euh, et donc, quand Ahmed me parle de l'existence, que cette petite fille dans la Smala a vécu, a existé là-bas, elle était prisonnière entre guillemets, c'est pas tout à fait ça. Elle avait été euh, prise au moment d'une razzia, ramenée par les soldats, et elle était dans la Smala, elle était protégée par les femmes et notamment la mère de l'émir Abdelkader. Et donc, quand Ahmed me parle de ce personnage qui a donc vraiment existé, on se dit il faut en faire quelque chose dans notre histoire, il faut l'introduire dans notre récit. Et c'est aussi, à ce moment-là, en parallèle, que vient l'idée d'avoir un jeune garçon, Mohamed, qui lui arrive dans la Smala parce que son village a été attaqué par les soldats français, parce que sa famille a été massacrée, et donc lui aussi se réfugie dans la Smala. Et ça nous semblait intéressant, d'avoir cette rencontre entre les deux enfants qui se fait, ce lien qui se crée, sachant que un des buts, des objectifs, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas, c'est une réalité, c'est à travers notre récit de créer un lien entre les deux rives de la Méditerranée. Donc, ces deux enfants, ces deux figures témoignent de ce lien possible. Et en même temps, c'est l'intérêt d'un récit de fiction. Il y a des éléments que tout le monde ne va pas voir. Et l'idée, c'est quoi? C'est que un lecteur, comme vous le savez, moi je suis pas un grand lecteur de romans, même j'en lis très peu. Je lis que les romans que des amis écrivent, et j'ai pas beaucoup de romanciers autour de moi. Mais je constate qu'en fait, lorsqu'on lit un texte, il y a des choses qui apparaissent à certains lecteurs et d'autres qui ne les verront pas, parce que tout est une question de nos parcours, de nos références culturelles, de nos références spirituelles, etc. Et le choix, évidemment, des prénoms, Marie et Mohamed, n'est pas innocent. Parce que la figure d'Abdelkader est une figure historique, mais aussi une des plus grandes figures mystiques de la modernité et peut-être même de l'histoire, puisqu'il se fera connaître aussi par un livre par la suite. Et là, on n'est pas dans la fiction, dans la réalité, le Kitab al-Mawaqif, donc le livre des Haltes, qui est un testament spirituel d'Abdelkader. Et on apprend donc qu'il vit des expériences spirituelles extrêmement fortes. Et selon les soufis, il y a un rapport, en tout cas Ibn Arabi, dont l'émir a été un grand héritier, il y a un rapport entre Marie, la Vierge Marie, et Mohammed. Autrement dit, il y a, de la même manière que Marie va donner naissance à Jésus, qui est considéré comme le Verbe, de Mohammed va sortir le Coran, qui est aussi le Verbe. Et ce lien, enfin ça c'est en arrière-fond, c'est une idée qui est derrière des prénoms, parce que Mohammed et Marie, une fois, une histoire se raconte, et ça c'est une anecdote, mais qui est intéressante. Vous savez, quand vous prenez une date, le fruit, et que vous prenez un noyau, vous verrez qu'au milieu, il y a un petit encoche qui est vide au milieu, une sorte de cercle avec vous vérifierez, là, on est période des dates, là en ce moment, il y en a des bonnes d'Egnet Nord, surtout d'Algérie. Et regardez sur le noyau, vous verrez un petit cercle au milieu, vide au milieu. Et en fait, en arabe, c'est le mime, la lettre mime, qui donne Mohammed et qui donne Maryam. Donc, c'est la lettre mime. Et cette histoire m'a été racontée par un musulman qui m'a dit c'est le mime de Mohammed. Et une religieuse tunisienne que j'avais rencontrée un jour me disait non, c'est le mime de Maryam. Et pourquoi? Parce que la date dans le Coran, c'est le fruit qui va nourrir Marie au moment de la grossesse où elle va donner naissance à Jésus. Donc, tout ça pour dire que derrière, il y a un récit dans le récit. Et ça, ce que je vous dis là, je viens spolier quelque chose qui aurait dû vous venir spontanément, etc. Mais il y a des petits récits comme ça, et puis il y en a d'autres dans le livre qui sont là présents. Et d'ailleurs, on parlait de Marie et de Mohammed, mais il y a aussi un autre garçon qui s'appelle Moussa, et qui est un jeune juif qui était le fils d'un représentant de l'émir qui était israélite.
et Ben Daran ou Ben Durand, selon les versions françaises ou algériennes. Et tout ça pour essayer aussi derrière de rappeler que la figure d'Abdelkader est aussi une figure de l'Orient, de l'Occident, mais aussi des monothéismes et d'une manière plus générale de toutes les spiritualités. Et donc, du coup, le poème de Jugurtha de Arthur Rimbaud fait parfaitement le lien entre l'Orient et l'Occident, puisque en étant à la quête, à la recherche de son père, il découvre que son père était donc officier, hein, comme tu l'as dit, Ahmed, tout à l'heure. Et donc, il participe à un concours dans lequel il doit rédiger un poème. Et donc, à la fin du roman, vous le verrez, ce poème, il rend hommage à l'émir Abdelkader sans le nommer. Et donc, ce lien, en fait, vous le faites très bien. En fait, Arthur Rimbaud l'a fait déjà de son côté. Et l'histoire de l'émir Abdelkader. Alors, tu m'as parlé d'une photo tout à l'heure. Alors, oui, il y avait la photo non, c'était le canal de Suez. Il y avait un lien avec le canal de Suez et les portraits d'Arthur Rimbaud. Ça, si tu peux nous en parler. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, c'est que Arthur Rimbaud, son père, il le voit pour la dernière fois à l'âge de 5-6 ans. 5 ans, et il ne le verra plus. Donc, ce sera un père présent, absent. Donc, il y a une quête du père. Et ce père, à ce moment-là, est militaire, on le sait, mais il sait en même temps qu'il a servi en Algérie. Donc, il y a quelque part un inconscient qu'on représente un peu par le grenier dans lequel il retrouve ce coffre, dans lequel il découvre des éléments en lien avec son père, et qui lui rappelle que son père savait écrire et qu'il a lui avec un lien avec cette Algérie, etc. Mais ce qui est curieux, là on revient à l'histoire vraie, c'est que Arthur Rimbaud va écrire à l'âge de 14 ans, c'est un poème très peu connu, un poème, un long poème en latin qui va avoir un premier prix. Et c'est comme ça qu'il entre dans l'histoire, puisque le 2 juillet 1869, il est publié et il a le premier prix de versification latine par ce poème qui rend hommage à Jugurtha. Jugurtha, donc, qui est un héros berbère qui a lutté contre Rome. Et Rimbaud fait évidemment rapproche Jugurtha face aux Romains comme Abdelkader face aux Français. Donc il fait cette transposition et à la fin, clairement, on sait qu'il fait référence à Abdelkader puisqu'il cite Napoléon III ouvertement. On est encore donc sous le Second Empire. Et ta question, c'était quoi? Ah oui. Oui, ça c'est voilà, ça c'était l'introduction pour vous parler de ça. J'ai oublié le sujet. Donc non, et en fait, oui, pourquoi? Parce qu'en fait, quand on vous parle de Rimbaud, c'est toujours la même photo qui vous vient. Vous savez, ce jeune homme, sorte d'ange avec des yeux clairs. Et cette photographie de 71, il me semble, 1867, a été réalisée par Carja. D'accord. Et ce même Carja, ce même photographe, va photographier Abdelkader quelques années plus tôt, en 1865. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, étonnamment, il y a un lien entre Rimbaud, même physique, par le biais de ce photographe qui est Carja. Donc on a un portrait, on a même plusieurs portraits de l'émir Abdelkader qui datent de 1865, et on a donc ce portrait de Rimbaud de 1871. D'ailleurs, on raconte qu'il y a eu comment dire, c'est plus qu'un esclandre, une rupture entre Carja et Rimbaud, parce qu'ils appartenaient à ce même cercle littéraire, et on dit que même Carja avait détruit le négatif, donc la plaque de verre de cette photographie, tellement il avait une colère contre le jeune Rimbaud qui cherchait à s'encrapuler, pour reprendre ces termes de l'époque. Donc oui, curieusement, il y a encore ce lien symbolique de la photographie. Il y avait aussi un lien avec le canal de Suez. Oui, mais oui, c'est ça qui est surprenant en fait. Alors, vous savez que l'isthme de Suez est un vieux projet qui, nous dit-on, remonterait à l'époque de l'Égypte pharaonique. Les Égyptiens, aussi géniaux qu'ils étaient en architecture, avaient aussi une vision assez étonnante. Et l'idée, vous savez, du canal de Suez, c'est quoi? C'est de relier la mer Blanche avec la mer Rouge. Je dis mer Blanche parce que la Méditerranée, en arabe, on le dit Bahar al-Abyad, donc la mer blanche, avec Bahar al-Ahmar, donc la mer rouge. Et donc, c'est ce canal qui va être creusé, qui finalement va être, dont le maître d'œuvre va être Ferdinand de Lesseps. Alors, figurez-vous que Ferdinand de Lesseps, quand il porte cette idée, donc qui est une dynastie de consuls français, quand Ferdinand de Lesseps porte cette idée, on le prend pour un fou,
C'est d'ailleurs souvent le cas des génies. On le prend pour un fou. L'intelligence, le génie de Lesseps avait été de contacter Abdelkader dès l'époque où il était emprisonné à Bursa, donc à Brousse, emprisonné en exil à Bursa, donc dans le nord de l'Anatolie, entre 1853 et 1855, et pour l'associer à ce projet, pour qu'en fait Abdelkader devienne un peu le porte-parole de ce projet auprès des milieux arabes, intellectuels, de pouvoir, les chefs de tribus au Proche et Moyen-Orient. Et Abdelkader va tout de suite accepter ce rôle-là. Et Ferdinand de Lesseps, dans ses mémoires, dira qu'Abdelkader a été parmi les premiers grands croyants dans ce projet. Alors évidemment, il y a toute une dimension commerciale, financière, géopolitique derrière, mais Abdelkader était déjà dans une autre dimension plus spirituelle, plus mystique, et dans lequel il voyait dans ce canal de Suez, ce canal qui est en fait un peu le symbole du barzakh chez les soufis. Le barzakh, c'est un élément qui sépare et qui relie en même temps. Et en l'occurrence, le canal de Suez sépare deux terres, l'Asie de l'Afrique, et en même temps relie deux mers. Et le barzakh, c'est justement une réalité intermédiaire dans lequel, dans les moments d'extase ou d'expérience spirituelle, Abdelkader a pu visiter en quelque sorte pour en rapporter des perles. Donc vous voyez qu'à chaque fois qu'Abdelkader agit dans le monde, il y a aussi une action d'ordre spirituel. C'est comme il le dira souvent, il dit à tout corps une âme. Et ce qu'il reprochait à cette modernité à visage occidental, c'est précisément que la modernité se coupait de plus en plus, modernité horizontale se coupait de plus en plus de la réalité verticale. Et il savait qu'il y avait un risque. Et à chaque fois donc, il soutenait un projet, il rajoutait toujours n'oubliez pas le souffle de Dieu. Sans ce souffle-là, sans cet esprit-là, sans cette âme-là, le projet risque d'être mortifère, morbide, voire même plus. Voilà. Donc en tout cas, pour revenir au canal, oui, effectivement, donc c'est l'année, il est inauguré à la mi-novembre, le 17 novembre 1869, la même année où Arthur Rimbaud obtient ce premier prix de l'Académie de Douai, hein, c'est ça, le 2 juillet 1869. Oui. Donc vous voyez, là, c'est aussi une coïncidence heureuse, enfin, entre voilà, ces dates qui correspondent dans la vie d'Arthur Rimbaud et dans celle d'Abdelkader. C'est ce genre de coïncidences heureuses qui nous ont poussés à lier les deux personnages dans le livre. Pour reparler du canal de Suez, le soir où était là Éric Geoffroy, il en parlait en disant que l'émir Abdelkader, il soutenait donc la construction de ce canal parce que il disait que l'Afrique allait apporter la spiritualité dont manquait l'Occident et que l'Occident allait apporter à l'Afrique la technicité, la mécanique, la physique dont manquait également l'Afrique. Donc voilà un échange. Donc ça, c'était juste pour rebondir sur cette partie-là. Et effectivement, tout au long du roman, on voyage entre la France de Arthur Rimbaud, du jeune Arthur Rimbaud, avec cette réalité sociale de l'époque, cette exigence de l'époque, et on repart alors une série, une fiction série, on repart dans l'Asmala qui nous est portée par les yeux des jeunes enfants. Et il y a des passages donc, qui sont assez poignants, et notamment des récits, c'est vrai qu'on les entend pas trop, mais les récits entre guillemets, des personnes oubliées dans les guerres, dans l'histoire des guerres, les orphelins de guerre. Et c'est vrai que dans le livre, ils y occupent une place importante. En tout cas, on y voit l'importance pour l'émir Abdelkader de bien traiter les prisonniers, mais aussi les réfugiés. Enfin, quelque part, accueillir la petite Marie, c'est comme accueillir une réfugiée. Oui, et puis on dit souvent que la première victime de la guerre, c'est la vérité. J'aurais tendance à dire que la première victime de la guerre, ce sont les enfants. Et on les oublie souvent. Enfin, là, je reviens à mon histoire personnelle, mais ma mère, enfant, a vu des soldats tuer sa grand-mère sous ses yeux. Donc tout ça marque une vie et je m'en suis rendu compte que plus tard, c'est-à-dire que vous avez beau être né après une guerre, mais il y a quelque chose qui se transmet, qui est de l'ordre de l'inconscient ou du récit. Moi, pour ma part, petit, mes parents m'ont raconté cette guerre d'Algérie et je me dis que de génération en génération, il y a comme ça des fantômes et parfois des fantômes tristes qui nous habitent.
Et il s'agit de les libérer, ces fantômes. Et c'est vrai que le récit, que ce soit par le travail en histoire, par les témoignages ou là, par la fiction, c'est une manière de les libérer. Mais c'est vrai que cette histoire d'orphelin, moi, il me semblait que c'était important de parler des enfants à hauteur d'enfants, de raconter cette violence de la guerre qui est souvent décidée par les adultes et qui engage parfois des générations et des générations. Moi, je n'hésite pas à dire que l'Algérie, et notamment dans sa relation à la France, elle est parasitée, cette relation, par des fantômes plusieurs générations. Et le meilleur moyen de libérer un fantôme, c'est précisément de rétablir des récits vrais, donc laisser travailler les historiens et aussi de rendre justice à toutes ces victimes innocentes. Encore une fois, il ne s'agit pas que de soldats d'un côté et de l'autre qui se battent entre eux. C'est surtout, encore une fois, des victimes civiles. Et là, en l'occurrence, on a vraiment, je pense, rendu hommage aux orphelins. D'ailleurs, orphelins qu'on retrouve aussi place du Cal, dans les Ardennes. Et alors, est-ce que c'est cet hommage qui vous a motivé? Parce qu'en fait, je vous ai parlé tout à l'heure au tout début, le talisman d'Abdelkader est sorti en automne dernier, donc pour se repérer pendant le festival arabesque. Et donc, c'est ouais, juste avant. Et donc, c'est une adaptation de la rencontre. Oui, c'est une adaptation ou un extrait d'adaptation de la rencontre entre Marie et Mohamed dans La Plume de Tahir. Et là, on a le récit, alors du coup, un peu plus onirique, je dirais, si je peux me permettre l'expression, destiné aux jeunes à partir de 8 ans. Et je pense que c'est dans cet esprit aussi de vouloir peut-être faire parler l'enfance. Oui, en effet. Encore une fois, quand on échangeait avec Ahmed et dès le départ de ce projet, écrire une fiction avec autour de la figure de l'émir Abdelkader, une des idées fortes de départ, c'était de se dire il faut écrire en s'adressant aux plus jeunes, aux enfants qui ne connaissent pas cette figure-là. D'où l'idée aussi, voilà, d'un récit comme le Talisman d'Abdelkader, qui est résolument un texte pour des jeunes lecteurs à partir de 8-9 ans, bons lecteurs, mais aussi plutôt 10-11 ans, et, euh, et qui effectivement reprend cet épisode. On retrouve le personnage de Marie dans la Smala, on retrouve un personnage qui est très proche de celui de Mohamed, mais qui porte un autre nom, là, dans le Talisman d'Abdelkader. Et on introduit aussi, parce qu'on s'adresse à des lecteurs plus jeunes, une dimension fantastique avec deux autres personnages qui sont Kalila et Dimna, qui sont des chacals et qui sont des figures, j'allais dire, de la tradition littéraire moyen-orientale. Et même, ils viennent d'encore plus loin, ils viendraient d'Inde, ces deux personnages, mais qui sont des personnages donc, qui interviennent dans le récit, dans ce texte-là, dans cette histoire. Donc, vous voyez, on est dans une autre dimension, très, très différente de celle de La Plume de Tahir, entre Rimbaud et l'émir Abdelkader. Mais là, on voulait aussi, dans ce texte-là, on a essayé de recréer cette atmosphère de la Smala, cette vie dans la Smala, avec pour le coup là une description. On se situe au moment de la prise entre guillemets de la Smala d'Abdelkader, et donc voilà, l'idée là, c'était de rendre ce récit vivant, un peu fantastique, pour intéresser aussi les plus jeunes lecteurs. Oui, puis Kalila et Dimna, donc ce deux chacals, vous l'aurez compris, qui parlent et qui ont inspiré Jean de La Fontaine notamment, et ça aussi on ne le dit pas, hein, que Jean de La Fontaine s'est inspiré de ces histoires qui ont circulé dans le monde arabo-musulman pendant des siècles. Kalila et Dimna, et c'est ça, je t'avais envoyé, mais ce livre-là, donc qui servait, qui est des récits classiques pour l'éducation des princes, était dans la bibliothèque de l'émir, dans la Zmala.
On sait qu'il y avait Khalil Dimna, puisque dans les quelques livres après la prise de l'Azmala, qui ont été donc suite à cette razzia du 16 mai 1843 au bord de l'Oued Taghin, qui va donner lieu au plus grand tableau fresque peinte de la peinture française, puisque c'est un tableau qui fait 20 mètres sur 5, 100 mètres carrés. Et en fait, donc, dans certains livres qui ont été pillés, donc, font partie de la collection du musée Condé, donc à Chantilly, sont à Chantilly, 38 manuscrits, et il y en a un qui fait référence donc à Khalila et Dimna. Et évidemment, là, ce qui nous a intéressé, c'était d'introduire du merveilleux, parce qu'on s'est imaginé qu'Abdelkader a peut-être lui-même, enfant, été bercé par ces histoires, hein, comme ma génération, peut-être pas sous ce nom-là, mais l'idée, c'était de donner la parole à des animaux. Des animaux, on ne sait pas non plus s'ils ne sont pas habités par des djinns, parce que le monde des djinns est très riche, et puis parfois un peu folklorique, même s'il a des soubassements religieux. Donc, c'était de mettre tout ça en mouvement pour faire rêver, parce que l'objectif, tu l'as bien dit, il est onirique, et oui, oui, un peu de rêve, un peu de folie comme ça, dans un monde qui est parfois cruel, quoi. Et c'est vrai que dans les 2 livres, on se rend bien compte de l'importance du livre et de l'écriture, chez l'émir Abdelkader, et vous avez très bien su, le restituer. Alors, je suis confuse, je ne me rappelle plus de quel livre est extrait cette phrase qui m'a beaucoup marquée. Alors, je ne sais pas si celle du Talisman d'Abdelkader ou de la Plume de Tahir, mais dans laquelle, après une question que pose le jeune Mohamed, on lui répond que: «Sache que l'écriture est la fille de la lecture». Et j'ai trouvé que cette phrase était belle et qu'on le disait, enfin qu'on l'entendait pas assez. Et tout au long du livre, on sent vraiment cette importance du livre, l'importance de l'écriture, l'importance du papier, de l'encre. On sent que c'était écrire et transmettre, c'était pour cette époque, c'était vraiment un bien très précieux. Ah oui, 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 l'écriture, c'est ce que je rappelle souvent. J'ai eu la chance, dans ma jeunesse, au début des années 90, je faisais un petit documentaire sur la calligraphie arabe, et j'avais rencontré un calligraphe irakien, Abdelghani Alani, qui me racontait qu'il se rappelait sa mère, petite enfant, à Bagdad, parce qu'il était irakien. Sa mère qui, en rentrant du marché, elle voyait des morceaux de journaux, de ce papier journal, vous savez, dans lequel on enveloppe les marchands, enfin, ce qu'on achète sur le marché. Et la pauvre, elle passait son temps à les ramasser pour les plier, les mettre de côté, comme on faisait, nos propres mères faisaient avec le pain. Vous savez, quand on trouvait du pain au Maghreb, on ne marche pas sur la nourriture. On prend le pain, on le met sur le côté, etc. Et là, c'était l'écriture. Pourquoi? Parce que l'écriture avait quelque chose de sacré. Et quand vous regardez l'histoire de l'écriture, c'est la réalité. Vous savez que l'origine de la calligraphie chinoise, par exemple, qui m'a beaucoup intéressé à cette époque-là, on dit que c'était pour lire les dessins du ciel. On calligraphiait au sol pour lire les dessins du ciel. Donc, il y a, dans le rapport à l'écriture, il y a un rapport de sacralité, je veux dire, de la calligraphie, de l'écriture. Et chez Abdelkader, il y a fondamentalement ça. Et puis, bon, c'est évidemment la tradition mohammedienne. Il ne faut pas oublier que le Coran, le livre par excellence pour les musulmans, et que l'émir connaissait par cœur, dit-on, à l'âge de 10 ans. Le Coran, donc, c'est le livre par excellence. Le Coran en arabe, ça veut dire la lecture. Et le premier mot révélé, c'est Iqra, lis. Et en plus, si vous connaissez la suite du verset, c'est Iqra bi ism rabbika alladhi khalaqa. Lis par le nom de ton Seigneur qui a créé. Donc, il y a la notion de lecture et de création. Donc déjà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc oui, effectivement, l'écriture est la fille de la lecture. Mais là, même là, quand on parle de la lecture, on lit un livre. Un livre, c'est innocent. Vous savez, il chuchote à peine. Il est posé sur une table, vous l'ouvrez, puis vous rentrez dans un univers. Vous avez des images, vous voyagez, tout ça sur place. Donc il y a quelque chose de quand même miraculeux. On l'oublie aujourd'hui, ça. Mais le livre est quelque chose de miraculeux. Et Abdelkader, je pense, avait ce rapport à la lecture, même si, évidemment, ces lectures étaient surtout d'ordre théologique, d'ordre spirituel, mais qui l'ont fait beaucoup voyager. C'était un voyage dans le voyage, si vous voulez. Donc, oui, effectivement, l'émir est connu pour un grand lettré. Et toute sa vie, il a couru, j'allais dire, derrière les livres. Il les a lus, protégés, collectionnés, perdus, réclamés. Quand il arrive en France, au moment de sa captivité, la première chose qu'il réclame, où sont mes livres, ceux que j'ai laissés à Jamal Razawat. Donc on voit bien, il y a un rapport au livre qui est intense, mais qui répond aussi, enfin, comment dire, qui fait de lui un héritier mohammadien, encore une fois. Et de la civilisation arabo-musulmane qui était beaucoup fondée, c'est une civilisation du livre, hein. Faut
pas l'oublier. D'ailleurs, on parle souvent des gens du livre. Et pour terminer, vous savez, dans un hadith célèbre, quand on pose la question, dis-moi ce qu'est l'islam, ce qu'est l'iman, la foi dit, c'est de croire en Dieu et en ses anges et en ses livres. Donc il y a encore toujours ce rapport au livre comme porteur d'un message, mystérieux. Oui, et je crois aussi que si on s'est tant attaché à l'écriture, au livre, à la plume et à l'encre, dans les deux livres, effectivement, voilà, c'est parce que l'écriture, c'est aussi ce qui permet la transmission, pour nous, en tout cas, dans nos traditions à nous. Voilà, l'écriture permet la transmission et dans ces deux récits, ces deux livres, c'est des témoignages qu'on veut transmettre aussi. Enfin, il y a une transmission qui se fera par l'écriture, et notamment on le voit à travers les plus jeunes, que ce soit Mohamed dans La plume de Tahir ou Mahboub dans Le talisman d'Abdelkader, et même La petite Marie. Pour moi, on sent que ces trois enfants sont appelés à transmettre leur récit, leur témoignage, leur vécu, et pourront le transmettre grâce à l'écriture. Et d'ailleurs, ces livres ont été, peut-être que vous ne l'avez pas ressenti comme ça, mais le livre, bon, il est à partir de 11-12 ans pour un bon lecteur, mais je pense que si on a un enfant de 8 ans et qu'on le lit avec lui, déjà, c'est créer un moment de transmission et d'échange, puisque comme le récit, comme je vous l'ai dit, il est presque hollywoodien, on a l'impression de rentrer dans un film, et du coup, le lecteur parent adulte, il en est tout autant enchanté que le lecteur enfant avec ses propres perceptions. Et je dirais de la même chose avec les différents temps de La plume de Tahir. C'est-à-dire que ça n'est pas un roman qui est exclusivement dédié aux adolescents qui ont envie de s'évader et qui aiment les romans historiques. C'est aussi pour le parent qui aime l'histoire d'Abdelkader ou qui est passionné d'Arthur Rimbaud et qui a envie de le lire en duo avec son enfant, puisque comme il est très argumenté de faits historiques, et notamment sur la France de cette époque, les situations de la maman qui élève seule ses enfants, la manière dont est organisée l'éducation, mais même la société française en cette période, mais aussi l'Algérie d'Abdelkader, les balades au milieu de la grande Smala. Pour conclure, moi je dirais que vous avez vraiment imaginé ces deux livres pour qu'ils soient transmis presque par un adulte à un enfant, et qui lui deviendra un jour un adulte qui le retransmettra à un enfant. Oui, mais de toute façon, si on comment dire, parfois on peut se poser la question, c'est quoi l'objectif d'une vie? Je ne veux pas revenir sur l'idée pourquoi on est et qu'est-ce qu'on laisse dans ce monde. Bien sûr, la transmission, elle se fait à différents niveaux. Il y a d'abord cette transmission de nos gènes par le biais de nos enfants. Après, il y a aussi la transmission par la parole. Il y a la transmission, et la parole, elle a une force aussi, c'est un souffle. Il y a la transmission par l'exemple, par les œuvres, par le travail qu'on peut faire, par les arbres qu'on a plantés. Chacun peut transmettre à sa manière, par par ihsan aussi, donc par cette excellence dans tout ce qu'on fait. Par le goût, par la cuisine aussi, c'est une transmission extraordinaire. Enfin, je le vois de plus en plus en vieillissant. Je me rends compte que finalement, moi qui pensais ne pas savoir cuisiner, je le sais. Je sais cuisiner. Pourquoi? Parce que j'avais une mère très bonne cuisinière. Donc, comme elle m'a transmis le goût des bonnes choses, après, c'est une question de technique et d'expérience. Et puis, on arrive à ces goûts. Donc, la transmission, bien sûr qu'elle est importante. Et l'écriture, pour celui qui a la chance d'écrire, moi, j'ai des parents qui savaient ni lire ni écrire. Et donc, du coup, je voyais l'importance qu'ils accordaient à ça. Donc, moi, je me dis, mais quelle chance j'ai par rapport à eux. Et ça, bien sûr que la transmission est importante. Et c'est l'objectif de ces deux livres de fiction. C'est ce que je m'évertue à dire, c'est de faire connaître cette figure d'Abdelkader aux plus jeunes. Parce que, bon, c'est bien d'avoir les Avengers pour héros, ou les Messi, Ronaldo et autres figures du football. Mais ce qui va nous aider dans tous nos moments de vie, c'est ces héros
réelles. Et il y a différentes manières de les transmettre. Évidemment, Abdelkader a tout de cette figure du chevalier des temps modernes. Et il y a effectivement de quoi faire des films, pas un, des films. Et j'en rêve. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand on n'a pas les moyens de faire un film, on fait un livre. Eh bien, c'est ce qu'on souhaiterait, hein, le destin de ces deux ouvrages, ou en tout cas pour La Plume de Tahir, un destin comme les BD Avengers aux États-Unis, et ce sont devenus des grands films. Eh ben, c'est ce qu'on souhaite que, eh bien, l'histoire de l'émir Abdelkader, elle soit transformée au cinéma. Et je trouve que c'est un très bon prétexte, La Plume de Tahir. En tout cas, pour conclure, je trouve que c'est plutôt pas mal comme conclusion. Tu voudrais dire quelque chose, Frédéric? Non, non, très bien. Très bien. Sur le thème de la transmission et la manière dont effectivement on a conçu ce projet, ces deux projets, c'est important pour nous, pour Ahmed comme pour moi, voilà, d'aller à la rencontre des jeunes. Et on était encore cet après-midi dans un collège ici, le collège Simone Veil à Montpellier. Demain, on aura une autre rencontre dans un lycée. Et c'est des rencontres qu'on a déjà fait, voilà, et qu'on fera encore. Donc, autour de ces livres. Et voilà, c'est très important à nos yeux. Donc là, on va laisser la place à l'échange avec vous, hein. Donc des micros, ils vont circuler parmi le public. Si vous avez des questions. Je demandais quel était l'impact, justement, au niveau des élèves, comment était reçu votre travail, et est-ce que vous arriviez vraiment à faire passer le message, quoi? Ah, c'est un travail de longue haleine. Bon, les livres sont encore très récents, hein. La Plume de Tahir donc, est sortie au printemps dernier. Le Talisman d'Abdelkader, c'était au mois de septembre, en cette rentrée, donc c'est encore très récent. Et on sait, oui, avec Ahmed, que ça va demander du temps. Euh, je pense que on l'a vu encore cet après-midi. Voilà, quand on prend le temps de parler aux enfants de notre démarche, quand on prend le temps de parler de ces deux figures, l'émir Abdelkader, Arthur Rimbaud, les enfants s'y intéressent. C'est pas comment dire, effectivement, comme disait Ahmed, ça peut aussi être des héros qui peuvent leur parler. Mais voilà, on est encore dans ce travail là, en plein dedans de transmission, et on sait que ça va demander du temps. Oui, et puis en même temps, là, j'en profite pour rendre hommage à l'association Unisson de Montpellier et toute son équipe et son directeur Habib Decharaoui, et puis Malika qui commence à devenir une spécialiste d'Abdelkader. Elle a fait tellement de visites d'Abdelkader, et ça, je trouve ça formidable, parce que moi, je me dis, waouh, enfin des associations qui ont compris quoi, cette valeur de ce personnage, qui donne une éthique, voilà, et on en a besoin aujourd'hui. Vous avez vu dans le monde en crise dans lequel on est, on ne croit plus à la parole du politique, on ne croit plus à la parole du religieux. Alors vers quoi il faut se tourner? Ben justement, vers ces êtres qui ont existé à travers l'histoire, qui avaient une éthique, une véritable éthique. Quand on dit une éthique, ça veut dire des gens, quand ils avaient une parole, ils avaient un sens de la dignité aussi, et également, ça a existé. Donc Abdelkader en fait partie, et puis il est suffisamment complexe pour servir d'exemple à des gens divers. Moi, je voyais il y a quelques années, il y a Jacques Attali, vous savez, ce conseiller du président Mitterrand, qui avait écrit un livre qui s'appelle Les phares de l'humanité. Alors il a choisi 20 personnages à travers toute l'histoire depuis presque le Néandertal, enfin je veux dire en tout cas très, très loin dans l'Antiquité. Il a choisi, et parmi les 20, il a choisi Abdelkader. Donc c'est intéressant de voir que c'est un homme qui fait écho, mais pas suffisamment. Et comme disait Frédéric, c'est compliqué de convaincre les gens. C'est compliqué parce que pourquoi? Parce que Abdelkader est une figure complexe. Vous savez, complexe, ça je le dis pour pour les plus jeunes, mais complexe, c'est pas compliqué. Complexe, c'est riche. Et c'est un personnage qui est tellement complexe que parfois on pourrait croire qu'il est contradictoire. Non, absolument pas. Il est comme l'être humain que nous sommes. Moi, voilà, je suis d'Orient et d'Occident, je suis français et algérien.
Aujourd'hui, nous sommes. Vous êtes pour qui? Alors là, on a eu un match là récemment, j'imagine pour les pauvres Belges, Belgique-Maroc. J'imaginais les Belges d'origine marocaine. Alors, tu es pour qui? Moi, je ne voudrais pas être à leur place pour le coup. Là, je suis d'origine algérienne. Mais vous voyez que ce soit dans le football, que ce soit dans les affaires politiques, que ce soit, etc., on est dans une période de crispation, d'antagonisme, d'opposition, de binarité. Alors que non, on peut se sentir appartenir à l'un et à l'autre et être très à l'aise. Et une figure comme Abdelkader, justement, nous aide à nous réconcilier avec la complexité que nous sommes dans nos histoires, dans nos parcours, dans nos envies. Moi, j'aime bien faire un travail de recherche historique très cadré, très méthodique, mais en même temps, dès que j'ai la chance de rencontrer quelqu'un qui est dans la fiction, de me lancer dans le rêve, dans l'onirisme, la fiction. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est dommage. Moi, je sais que mon rêve, ce serait que l'éducation nationale, par exemple, en France, s'empare de ces livres-là, et puis, je sais pas, qu'ils fassent quelque chose. Mais à qui le dire? À qui le dire quand vous voyez que l'éducation nationale, rien que pour... C'est compliqué. Donc, ça passera par les associations comme Unisson. Et j'espère qu'il y en aura de plus en plus d'aussi bien inspirés que vous. D'autres questions? Je sais qu'on a des représentants de l'éducation nationale. En tout cas, on a le corps enseignant ici dans la salle. Si vous voulez ajouter quelque chose. Moi, j'ai une toute petite question pour Ahmed Bouyerdane. Vous avez dit qu'au départ, ce que vous vouliez, c'était faire un film sur Abdelkader. Et effectivement, il y a, comme vient de le dire Malika, il y a matière à faire même plusieurs films. Je voulais juste savoir si, n'ayant pas pu le faire vous-même, est-ce que vous avez approché des cinéastes? Est-ce que vous avez des pistes? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce sens-là? Je pensais notamment à Rachid Boucher, par exemple, ou des gens comme ça. Voilà. Oui, il y a Rachid Bouchareb, Roche Dizem, il y en a d'autres aussi, pas forcément d'origine algérienne, il y a des réalisateurs. Mais encore une fois, vous savez, moi souvent, j'ai eu l'occasion d'intervenir en Algérie pour présenter un peu mon travail, et là-bas, les gens, ils n'ont même pas le livre en Algérie. Et nous, bah, je dis, bah, c'est pas à moi, c'est à des éditeurs algériens de se manifester, c'est peut-être à l'État algérien par le biais pour essayer de rendre disponibles ces livres là-bas, parce qu'il y en a besoin aussi là-bas. Alors oui, bien sûr qu'il y a des réalisateurs, mais ça, encore une fois, vous savez, c'est une question de... Ce que je disais, hein, moi, ce livre, si j'ai pu le faire avec ce plaisir, c'est parce que Frédéric est un ami. Maintenant, un réalisateur, oui, il faudrait un coup de cœur. Il faudrait qu'un de ces réalisateurs tombe sur le livre, qu'il a envie. Comme disait Malika, la plume de Tahir pourrait faire même l'objet d'une série sur Netflix, et que ça passerait très très bien. Et pourquoi pas? Mais le problème, c'est que c'est des tels enjeux financiers, mais pas que. Pas que. On a parlé de quelque chose où Hollywood ne privilégie pas forcément des héros arabes. C'est terrible à dire, mais il y a beaucoup de politique aussi d'ailleurs. Donc oui, je sais pas, peut-être que ça va. Oui, c'est une bonne idée, Rachid Bouchareb, j'avais pas pensé à lui. Oui, oui. En tout cas, vous avez raison. Ça nous coûte. Enfin, c'est l'éditeur qui doit faire ça. Donc, on va lui faire une liste de réalisateurs. Il va tous leur envoyer avec des jolis cœurs comme ça en disant voilà. Et on verra bien. Ça coûte, si vous voulez, pour un éditeur. Vous savez, quand vous voulez, parce que l'objectif d'un éditeur, il faut le dire, c'est de renflouer les caisses, c'est d'avoir un équilibre financier. Malheureusement, voilà, on n'est pas rentier. Donc, quand vous devez envoyer, si vous envoyez 100 exemplaires, c'est de votre poche. C'est toujours pareil, hein. Moi, je rêverais que de donner mes livres, mais c'est pas toujours possible. Maintenant, oui, peut-être, il faut. Oui, vous avez raison. Il faut les intéresser. Il faut se bouger. Il faut peut-être aller au Festival de Cannes. J'en sais rien. Mais j'ai jamais aimé les nœuds papillons. Alors donc, il y a des manières, il y a des codes, si vous voulez. On les a pas forcément, quoi. C'est pour ça qu'il y a des intermédiaires parfois. Mais pas que le milieu du film, hein. Moi, j'ai pensé à beaucoup de gens dans la musique. Je pensais à des rappeurs aujourd'hui j'allais dire, il y a un niveau littéraire parfois dans les textes qu'ils ont. Moi, je pensais là encore récemment je pensais à Akhenaton à Marseille, par exemple, où je pensais aussi à Soprano, parce que ma fille en ce moment, elle a appris par cœur une chanson de Soprano, donc elle n'arrête pas de m'en parler. Je me dis, il y a toute cette génération de rappeurs qui peuvent aussi faire le lien dans ce milieu-là, et en lisant, parce qu'ils sont souvent de double culture, voire triple, avec voilà, etc. Et une figure comme Abdelkader peut leur parler. Encore faut-il les approcher, voilà. Mais effectivement, il y a quelque chose à faire là. Oui, ça dépend du réalisateur. Ça dépend aussi si ce réalisateur
se fait accompagner par des gens qui ont travaillé sur la figure d'Abdelkader. Ça dépend de beaucoup de ça. Moi, j'en ai rencontré comme ça. Bon, ben, là, vous avez projeté récemment le film de Salem Brahimi. Salem Brahimi m'avait contacté à l'époque pour son film. Donc oui, non, mais l'idée de la BD, oui. Et je dirais même plus. Aujourd'hui, on parle de manga. Les jeunes, aujourd'hui, la BD, c'est même... Oui, ou les animes, ce qu'ils appellent les animes aujourd'hui, manga. Oui, ils ne voient que ça. Et d'ailleurs, oui, c'est une très bonne idée. Très bonne idée. Mais quelqu'un m'avait approché, m'avait dit, écoutez, où est-ce qu'il faudrait faire monter un projet? Et puis, alors lui, il voyait très loin. Il imaginait même un anime réalisé par Miyazaki lui-même. Donc, vous voyez, il y a des gens qui voient très loin, mais le Japon, c'est un peu loin quand même. Oui, oui. Alors, j'allais dire que tout est possible. Hein. Ce sont à la fois des histoires de volonté et de rencontres. Hein. Il faut rencontrer, trouver la bonne personne au bon moment. Et puis savoir profiter, entre guillemets, ou en tout cas saisir l'occasion lorsqu'elle se présente. Mais on s'y emploie, on va s'y employer. C'est pas vraiment une question, mais c'est un peu aussi une réaction par rapport à ce que vous venez de dire. Bon, moi, je suis un géographe retraité et je me suis intéressé à l'écriture depuis que je suis à la retraite. Et j'ai écrit un peu dans l'idée aussi de la transmission pour mes petits-enfants, un abécédaire sous forme de 26 mots, qui seraient les 26 mots que j'ai envie de leur céder, où il y a histoire, géographie. Et après, une fois que j'ai écrit ça, non seulement le petit bouquin, j'ai eu envie de mettre ces mots en musique. Donc ça rejoint ce que vous dites. Peut-être avant le film, le fait de mettre de la musique sur les mots, ça permet de faire passer, de transmettre. J'ai mis par exemple Idir, et tout à l'heure, avant que la séance commence, on a entendu la musique de Idir. Idir qui chante avec Grand Corps Malade. Donc on est bien aussi dans ce que vous disiez, dans ces ponts à travers la musique entre l'Orient et l'Occident, ou le Nord et le Sud. Et il me semble que c'est une bonne façon aussi, et qui coûte peut-être moins cher qu'un film, de commencer par la musique. Alors vous citiez le rap, c'est vrai, mais je pense qu'il peut y avoir toute forme de musique. Et puis du chant, vous voyez, l'ami qui est à côté de moi, il chante aussi, il a chanté normalement. Et puis cet autre ami qui est là aussi, ils ont chanté. Alors du coup, on a non seulement fait le petit abécédaire, mais on a aussi fait un petit CD-ROM qu'on a mis en musique. Et je crois que tous ceux qui disent ça et qui l'écoutent, et entre autres les petits-enfants, apprécient peut-être encore plus la musique que les mots. Les mots mis en musique ont une force, c'est vrai, que peut-être n'a pas le mot tout seul. Voilà, c'était... Bonsoir, donc Muriel. Je voulais juste revenir, vous parliez brièvement tout à l'heure, notamment d'une valeur de l'émir qui était l'éthique. Et je voulais savoir, parce que bon nombre de choses ont été dites sur cet homme, et je voulais savoir justement, vous, de votre prisme, quelles étaient les valeurs pour vous fondamentales qui font partie de qu'il incarnait en fait, et peut-être aussi sur lesquelles vous vous êtes appuyé pour pouvoir créer les personnages ou les dialogues ou les positionnements de chaque personnage. Et juste pour suivre, de dire peut-être aussi, vous faisiez un lien entre ce qui se passait à l'époque et ce qui se passe aussi aujourd'hui, et notamment le fait de ne plus croire ou de ne plus tenir une confiance en l'homme politique. L'idée, c'est peut-être aussi que, en tout cas du peu que j'ai compris de ce grand homme, c'était peut-être à travers, il y a l'éthique et de nombreuses valeurs, mais finalement de nourrir, quelles que soient les situations, le vertueux. Et ça demande quand même beaucoup de force, parce qu'on n'est pas toujours compris quand on prend des décisions, et c'est ce que vous disiez, peut-être ce qui rend le personnage complexe, parce que parfois on attend une réponse, ou on imagine une réponse quand on regarde les choses peut-être avec moins de hauteur, moins de grandeur, mais parce qu'on n'est peut-être pas capable de faire autrement. Et donc l'idée, ce qui m'intéressait à travers tout ce que j'ai pu écouter jusqu'à aujourd'hui, et notamment puisque a priori vous êtes plutôt reconnu pour connaître parfaitement, ou en tout cas beaucoup dans les contours, voilà, les valeurs pour vous qui sont vraiment fondamentales et illustratrices de ce personnage, ce grand homme, s'il vous plaît. Bah, écoutez,
Merci pour la question, mais je pense que chacun d'entre nous aurait sa réponse. Mais c'est une question. Là, il faudrait que tu réorganises une rencontre parce que alors une question comme ça, mais spontanément. Spontanément, moi, ce qui me marque le plus chez Abdelkader, c'est comment il a pu préserver son humanité au cœur même de la cruauté. Ça me fascine. Parce que vous savez, nous sommes une génération de gâtés. Nous, on n'a pas connu, je parle de ma génération, la guerre, on n'a pas connu la cruauté. Peut-être qu'il y a, pardon pour ceux qui ont peut-être connu ça, peut-être parmi les réfugiés qui traversent actuellement la Méditerranée ou qui viennent de Syrie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même une génération qui a souvent entendu parler de sagesse, de droits de l'homme, mais à partir de salons parisiens. Mais c'est quoi garder son humanité au cœur même de la cruauté? Et Abdelkader l'a vécu, ça. Au moment, par exemple, du déclenchement de la politique de la terre brûlée, à partir de 1800, parce qu'en fait, à fin 1840, la France est claire par rapport à cette possession algérienne. Elle veut en faire une extension d'elle-même. Donc, elle va mettre les moyens et elle va envoyer Bugeaud, qui va devenir l'incarnation de cette politique que j'appelle moi la politique de la terreur, où il va savoir, s'agir, comme le disait Bugeaud lui-même, dégoûter à jamais les Arabes de la résistance. Et il va mettre les moyens. C'est humilier de toutes les manières possibles. Faites des femmes prisonnières, ça va jeter l'effroi dans les tribus, etc. Donc je vous épargne les détails de ce qui a été commis vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des hommes, les humiliations dans cette période-là, sans parler des décapitations, etc., de l'humiliation. Vous savez, quand Bugeaud arrive à Alger pour occuper ce nouveau poste de gouverneur général d'Alger, il vient avec des médailles sur lesquelles est gravé Arabes soumis. L'idée, c'était une fois qu'une fraction de tribu était vaincue, c'était d'imposer aux hommes de porter ce médaillon. Et s'ils ne l'avaient pas la fois suivante, ils étaient exécutés. Et donc, évidemment, ça les obligeait à devenir les ennemis d'Abdelkader, etc. Donc, tout ça pour vous dire que dans ce moment-là de cruauté, l'émir va mettre en place, dans ce même temps, au début des années 40, une charte du traitement des prisonniers français. Parce que dans son camp, parmi ses hommes, certains faisaient exactement la même chose que l'adversaire français et commençaient à humilier, torturer, voire tuer, décapiter des prisonniers. Et l'émir met en place une charte des prisonniers. Et tout ça, plus de 25 ans avant la première convention de Genève, 1864, qui allait donner naissance à la Croix-Rouge internationale. Donc, où allait-il puiser, sachant que dans ce même temps, des femmes, des hommes venaient raconter, ou même des hommes venaient avec un bras amputé d'un bras, ou une femme qui venait d'être violée, se plaindre à lui, etc. Où trouvait-il cette force d'humanité pour précisément préserver cette dignité humaine? Ça, c'est une qualité qui m'émeut et qui me dit c'est possible, qui me donne espoir dans l'homme finalement. Ça, c'est une qualité. L'autre qualité chez Abdelkader, c'est cette capacité de composer avec la complexité de la vie. C'est-à-dire que les choses ne sont pas noires ou blancs, il n'y a pas le bien et le mal, mais il y a entre le bien et le mal une variété. Et puis celui qui était mauvais, qui jouait le mauvais rôle un jour, pouvait un jour jouer un rôle inverse. Et tout ça, il le puise dans sa tradition, en réalité, dans la tradition mohammedienne, dans le modèle mohammedien. Donc, cette capacité d'accepter la complexité, le monde tel qu'il est, c'est-à-dire complexe, et d'embrasser la modernité. C'est extraordinaire. C'est un homme traditionnel qui à la fois est dans la méditation, vit des moments d'extase spirituelle que dans notre monde moderne, on dirait paranormal ou d'ordre psychiatrique. Et de l'autre côté, s'intéresser pleinement et totalement à la modernité, vient visiter la deuxième exposition universelle de 1855 à Paris, revient en 1865 pour assister à Londres à l'exposition industrielle de Crystal Palace, revient en 1867 pour assister à une autre exposition universelle et il vient pour voir les machines rutilantes de la modernité. Et quelqu'un qui se passionne pour la photographie, imaginez, c'est quand même extraordinaire. Donc il y a même un mawqif, donc le 248, dans lequel il parle de la photographie comme un moyen pédagogique pour parler de la manifestation de Dieu, c'est-à-dire de l'épiphanie de Dieu dans le monde. Enfin bref, vraiment quelqu'un qui
est à la fois dans la modernité tout en restant traditionnel. Et ça, c'est juste impossible aujourd'hui. C'est-à-dire, alors, c'est où tu es moderne ou tu es traditionnel. Ah ben non, Abdelkader est capable d'embrasser cette modernité. Et ça, encore une fois, ça, c'est encore un autre aspect. Mais l'autre aspect d'Abdelkader, et ça, j'arrêterai avec celui-là, mais il y en aura toute une liste encore que j'aime beaucoup chez lui, puisque j'étudie actuellement sa correspondance. Et en fait, on se rend compte qu'il écrive à un plombier, un chef de gare, à Napoléon III ou un ministre français ou autre, il a le même degré, il a une équanimité, une manière de s'exprimer à l'autre qui est toujours équivalente. C'est-à-dire un respect de l'autre en tant qu'être humain, simplement. Donc une grande considération pour toute personne, du paysan jusqu'à l'empereur. Et ça, c'est juste exceptionnel. Enfin, surtout à mes yeux, je me dis waouh. Et puis, encore une fois, quelqu'un qui, comme le dira très bien Ismaël Urbain, c'est Ismaël Urbain qui dit ça, non, c'est Domas, qui dira ça de lui. Il dira, il est à Monseigneur Dupuche qui doit venir le visiter, qui va venir le visiter en captivité début septembre 1848 au château Henri IV de Pau. Il dira de lui, vous le verrez, il est aussi grand dans la défaite que dans la victoire. Ça, c'est voilà. Voilà le personnage, quoi. Non, si je peux juste ajouter deux petites choses, c'est effectivement dans nos récits ce qu'on va essayer de transmettre, c'est-à-dire, enfin vous l'aurez compris hein, peut-être déjà, mais l'humanité, c'est ce ce souci d'humanité, et c'est ce qu'on essaye de transmettre nous aussi à travers la figure et les actions de ces deux enfants. Et puis, ces aspects que Ahmed a décrits à l'instant d'Abdelkader, à la fois pleinement dans son temps et en même temps comme mystique, on essaye aussi de faire apparaître ça dans la plume de Tahir. Il y a des gros efforts qui ont été faits ces dernières années, et notamment par un monsieur à qui je dois beaucoup pour avoir découvert cette autre phase de l'émir Abdelkader il y a 20 ans maintenant. C'est le Cheikh Khaled Bentounes, donc, qui est président fondateur d'une ONG et qui, entre l'Algérie et la France, a créé cette exposition donc, avec Seti Kedi Simon, qui était aujourd'hui exposé. C'est lui, je me rappelle, en 2002, une rencontre et dans lesquels il avait souhaité qu'une exposition soit créée, mais pas que, et etc. Et c'était à ce moment-là, donc un peu que j'ai mis le pied à l'étrier. Il m'a fait mettre le pied à l'étrier à ce moment-là, par cette manière ce regard qu'il avait sur Abdelkader. Donc cette expo qui a voyagé dans une vingtaine de pays, enfin je me rappelle plus dans le monde, mais aussi beaucoup en Algérie. Mais disons que le problème d'Abdelkader en Algérie, et ça peut se comprendre, c'est qu'au lendemain de l'indépendance, l'Algérie, il fallait tout refaire, absolument tout. Et notamment un récit national. Et c'est comme ça, Abdelkader a été choisi comme le symbole, le père de la nation, le symbole de l'État. Et donc, on l'a statuifié. Vous savez, tout ce qui est statuifié, c'est un peu figé, quoi. Et surtout, on a mis en avant cette dimension de l'homme de résistance, l'homme héroïque, l'homme trahi par la France, etc., alors qu'il n'était pas que ça. Et aujourd'hui, quand vous allez en Algérie, que vous commencez à discuter avec des Algériens, moi, parfois, je me dis, si je dois parler d'Abdelkader, il faudrait que je change son nom. Je ne l'appelle pas Émir Abdelkader, je vais l'appeler, je sais pas moi, Émir Rachid. Et je leur parle d'un Émir Rachid. Et à la fin, je leur dis, ce Émir Rachid, c'est l'Émir Abdelkader. Tellement il y a une vision un peu figée d'Abdelkader en Algérie. Donc, c'est vraiment une vision figée, statuifiée d'Abdelkader, et qui ne répond pas aux besoins d'imaginaire, aux besoins de modèles de l'époque. C'est comme si on regardait Abdelkader dans le rétroviseur. Alors qu'Abdelkader est un visionnaire. Le visionnaire, par essence, il regarde devant, il voit très loin. Donc oui, on connaît, mais maintenant je dis ça, mais en même temps, j'ai eu la chance d'aller sur les traces d'Abdelkader en Algérie jusqu'à Oued Taghin, etc. Et là où j'ai été, j'ai été surpris qu'il y avait des historiens de province, locaux, et qui avaient toujours une information qui était transmise de génération en génération que je n'avais pas trouvé dans les livres. Donc il y a cette dimension-là, et j'aimerais qu'on donne la parole à ces gens-là, à cette histoire-là, mais aussi pas forcément sur le plan de l'histoire, sur le plan de l'imaginaire. L'Algérie ça fait des décennies que j'entends parler d'un film financé par l'État algérien, mais il ne vient pas. Mais pour cause qu'il ne vient pas.
Pour cause, parce qu'ils veulent écrire le scénario. Et ce sera un scénario, malheureusement, qui sera tourné vers la version officielle, très idéologique, etc. Alors voilà, donc le problème, il est là. J'ai eu l'occasion d'ailleurs rencontrer ce réalisateur américain là en Algérie en 2014, quand pour la première de 2015, pour la première du film de Salem Brahimi qui avait été projeté. J'étais à Alger, j'ai rencontré ce réalisateur américain. Ça, ils avaient commencé les Algériens, et puis tout de suite ça s'est arrêté. Dès qu'on change de gouvernement, dès qu'on change etc. Donc c'est, oui, je sais pas qui va le faire ce film. Peut-être un Amérindien qui va tomber en amour de l'émir, va le réaliser. Et l'acteur principal, ce sera un descendant de Cheyenne. Non, vous allez voir, hein, c'est pour ça que je vous dis, c'est une figure vraiment étonnante, parce que là, enfin, je vous le dis, puisque vous me dites l'Algérie, qu'est-ce qu'elle en fait, ben, moi je l'ai dit d'ailleurs à des gens importants en Algérie que j'ai rencontrés il y a quelque temps, maintenant 1 an et demi, 2 ans. Mais les Basques ont fait ce que les Algériens n'ont pas fait. On fait en 3h30, ils ont consacré une pastorale. Les Basques, Frédéric, on a pu y assister. En 2021, en plein Covid, avec le pass sanitaire, etc., ils ont quand même joué une pastorale basque, spectacle de 3h30, danse, récit épique, consacré à Abdelkader. Et une tradition de 5 siècles. En général, le héros est toujours chrétien, toujours, etc. Là, pour le coup, c'était Abdelkader. Pendant 3h30, vous avez Abdelkader mis en scène depuis sa naissance jusqu'à sa mort, jusqu'à son rapatriement de son corps à Alger en 1966, etc. Donc tout ça pour vous dire que les Basques ont réussi, et en basque. Et là, encore récemment, par mail, je découvre un poème, un hommage rendu en basque à Abdelkader qui date des années 80, que j'ai pu récupérer. Et je ne vous dis pas le nombre de poèmes que j'avais trouvés en provençal ancien, en italien, en espagnol, sur Abdelkader. Donc ça se poursuit aujourd'hui. Mais curieusement, vous connaissez l'expression « nul n'est prophète en son pays ». Et là, en l'occurrence, Abdelkader... Mais peut-être que ça viendra. Je pense que là, on voit que là, il y a une jeunesse, un imaginaire qui pousse aujourd'hui, là, qui en a marre qu'on leur raconte des histoires trop figées, qui ont besoin de quelque chose de fluide. Et Abdelkader est dans cette fluidité-là, quoi. Oui, et puis bon, moi, j'ai eu l'occasion de visiter la Syrie 2 fois, en 99, seul, et puis ensuite en 2008, juste avant les événements terribles, pour un colloque justement sur Abdelkader. Donc, et là, à cette occasion, on a visité donc effectivement le maqam de Sidi Mouhidine Ibn Arabi, et juste à côté, donc le tombeau d'Abdelkader. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que, parce que si vous voulez, quand vous suivez un personnage de la trempe d'Abdelkader, tout fait sens, parce que c'est un homme du symbole. On a perdu beaucoup le symbole, hein. La modernité a perdu beaucoup le sens du symbole, mais le symbole est cet élément dans la réalité qui pointe vers quelque chose qui n'est pas forcément palpable, mais qui résonne. Et chez Abdelkader, par exemple, vous remarquerez qu'il est né dans le Maghreb, ce qu'on appelle le Maghreb en arabe. Le Maghreb, vous savez ce que c'est? C'est le couchant, c'est l'Occident en fait. Donc c'est le lieu où se couche le soleil. Il est né dans le Maghreb et il est mort dans le Mashriq, dans le lieu du levant, dans le Levant, donc là où se lève le soleil. Et ce qui est curieux, c'est que son corps a été rapatrié, on dit, mais l'histoire raconte aussi que les Syriens, et en tout cas les soufis de la région, n'ont pas donné tous les restes d'Abdelkader, donc il aurait 2 tombes. Une tombe à Alger, donc dans le Maghreb, dans le couchant, et une tombe dans le Levant. Exactement. Et il a les deux. Il a les deux en fait. Il a une tombe dans le Maghreb et une tombe dans le Mashriq, donc dans le Levant. Et c'est ça, et ça en fait de lui ce qu'on appelle dans la tradition un Boukobrin. C'est-à-dire il a 2 tombes. Comme Sidi Mohamed Boukobrin à Alger, vous savez, le saint patron, le fondateur de la Rahmaniya, la plus grande confrérie soufie d'Algérie. Donc il a cette double tombe. Et en même temps, il garde son rôle d'homme de l'Orient et de l'Occident. C'est ça qui est extraordinaire. Et le plus beau, c'est qu'il meurt, et c'est son fils donc, qui envoie une lettre au président de la République, Jules Grévy,
le lendemain de la mort de l'émir. L'émir meurt dans la nuit du 25 au 26 mai 1883 et son fils précise dans la dépêche à minuit. Même l'heure de sa mort, elle est entre deux. Comme je disais, Mashrak Maghreb, et sa mort à minuit. Et moi, j'ai mis du temps à me dire, mais Ahmed, minuit, est-ce qu'on est vendredi ou samedi? Même ça, c'était compliqué. En fait, on est dans l'entre-deux. Donc, avec Abdelkader, on a beaucoup, je vous parlais tout à l'heure de ces petites choses. Bon, évidemment, en histoire, les historiens, eux, ils aiment la rationalité, il faut se carré. Mais n'empêche que j'ai, dans mes réserves, beaucoup d'anecdotes de ce type qui montrent que cette figure était vraiment un homme de l'Orient, de l'Occident et entre les deux. Et donc de la modernité, de la tradition politique, mystique. Et il y a même à l'intérieur de l'islam, il est intéressant. Parce que quand il est à Damas, chez lui, quand il est dans la grande mosquée donc, des Omeyyades, il donne un certain enseignement sur les hadiths, etc. Mais chez lui, là, il a affaire à des initiés. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que tout ce groupe d'initiés qui vient chez lui, de soufis, ils sont de différentes confréries. Il y a là des gens de la Khalwatiya, la Naqshbandiya, la Shadiliya. Bref, même chez lui, il y a cette diversité des toroks. Et on sait qu'au moment des événements de 1860, donc il va protéger les chrétiens. Certains ont même écrit que s'il y a encore des chrétiens au Proche-Orient, c'est par son action. Vous imaginez. Donc, et ça va rester dans les familles très longtemps après. Là, récemment, quelqu'un me parlait de quelqu'un, M. Boulad, qui garde dans sa famille jusqu'à aujourd'hui une immense considération pour l'émir Abdelkader chrétien, donc syro-égyptien, qui garde une immense vénération pour Abdelkader. Mais vous avez raison de dire qu'on le connaît très mal. Moi, je l'appelle souvent l'illustre inconnu, c'est-à-dire à la fois tout le monde a plus ou moins entendu parler, mais on connaît en réalité très peu de choses sur ce personnage. Et je regrette que les chercheurs arabisants, donc du Proche et Moyen, ne s'emparent pas aussi de ce personnage. C'est dommage, Mais bon, ça va venir. C'est-à-dire que l'émir Abdelkader avait le don d'ubiquité même après sa mort. Et ça, c'est un général français qui le dit, hein. Ce n'est pas des superstitions algériennes, mais c'était un général français, le général Boulainvilliers, je crois. Enfin bref, qu'importe, je pourrais retrouver son nom, qui dira, mais écoutez, vous nous avez envoyé à Tlemcen et on nous le signale à Alger. C'est à se demander s'il n'a pas le don d'ubiquité, c'est-à-dire d'être à deux endroits en même temps. C'est-à-dire il y a vraiment cette légende d'Abdelkader. Et plus tard, quand la rumeur commence à courir qu'il a été pris, il y a les autochtones sur un bateau, il y a des marins, ils disent non, c'est pas possible, il n'a pas été pris puisqu'il a un cheval qui vole. Donc vous voyez, et ça c'est la légende d'Abdelkader, c'est-à-dire que de côté français comme du côté local, donc algérien, arabe, vous avez des histoires de légendes. Et bon, il y en a d'autres aussi à raconter. Oui, c'est la dernière, c'est promis pour moi en tout cas. Rebonsoir. Simplement pour faire lien entre la question que je vous posais tout à l'heure et ce qui a été dit depuis. Finalement, vous disiez, cet homme, comment faisait-il pour choisir, décider de la manière dont il le faisait dans le contexte dans lequel il évoluait? Mais est-ce qu'on n'a pas un début de réponse dans le fait déjà de la foi et de se dire que peut-être c'était l'équilibre aussi, parce que l'Occident, l'Orient, quand on regarde un petit peu, même ces deux tombes, si je puis dire, finalement, il y a toujours cette justesse, cet équilibre, cette recherche d'équilibre, de garder un discernement. Et du peu que j'ai compris aussi de ce personnage, il y a quand même cette idée aussi d'unité. D'abord, toujours une vision très haute de l'ensemble, au-delà même des différences. Et donc, est-ce que ces choix, finalement, ils sont le reflet de ça, de cette expression-là, de cette vision, puisque c'était un visionnaire, de cette vision. Et c'est ce qui nous manque beaucoup aujourd'hui, en tout cas c'est ce qu'on vit. Et est-ce que finalement, à travers, je la fais très courte du coup, à travers ce que vous proposez sous forme de livres et de vos discussions, est-ce que finalement, c'est pas aussi une proposition de réunifier, de retrouver une unité, quelles que soient nos différences, notre histoire, en ayant à la fois les informations, les justes informations, et à la fois en imaginant que ces deux personnages, ou tous ces personnages-là, sont aussi un peu de chacun de nous aujourd'hui et du futur. Sur la partie littéraire, ce que je peux répondre, en effet, c'est que vous parliez de passage, d'unité. Nous, dans La Plume de Tahir,
notre souci, ça a été sans cesse de faire le lien, de créer un lien entre ces deux personnages, Rimbaud et l'émir Abdelkader, le jeune Arthur Rimbaud et l'émir Abdelkader, un lien qui se fait à distance, mais voilà, tout ce livre, c'est une histoire de lien aussi, hein. Lien entre ces personnages, lien entre la France d'un côté, des Ardennes, et puis l'Algérie d'Abdelkader, lien tout au long du récit, on le découvre aussi à la fin, on va pas le dire, on va pas révéler toute la fin, n'est-ce pas Malika, mais un lien qui se fait à travers aussi des personnages qu'on retrouve aussi bien en France qu'en Algérie. Enfin, le lien est au cœur du récit qu'on a construit, en effet. Et en ce sens-là, c'était aussi le pari du départ. Et c'est en ce sens-là aussi qu'on y retrouve effectivement l'essence de l'émir Abdelkader, ou en tout cas un des éléments qui lui sont intrinsèques, c'est-à-dire la volonté du lien. Ouais, je pense que cette notion de lien, elle est fondamentale parce que vous savez que puisque l'émir avait deux ancrages. Il avait l'ancrage dans le principe du tawhid, c'est-à-dire ce cœur de l'islam battant qui est ce principe d'unicité de Dieu. Tout s'origine en Dieu et rien n'est étranger à Dieu. C'est vraiment rien n'est étranger au Créateur. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième, c'était son modèle de vie, c'était le prophète Mohammed lui-même. Donc, pour comprendre Abdelkader, il faut revenir à cette tradition, cette éducation qu'il a reçue, et notamment ce modèle qu'il a trouvé en Mohammed. Et de dire, vous parliez, vous, de cette foi, oui, il avait une foi, mais en fait, c'était un homme, et c'est là qu'il est intéressant, c'est qu'il avait compris que l'humanité était comme un corps. Exactement, c'était un corps dans lequel chaque être humain était une cellule. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez un corps humain, vous avez des organes qui composent cette œuvre. Bon, si on commence à faire une hiérarchie dans les organes en disant bon, celui-là il est mieux que celui-là, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Le corps, il a besoin de tous les organes, des plus visibles aux moins visibles. Et de la même manière, cette humanité, elle est composée de cellules et chaque être humain est une forme de cellule. Donc l'humanité est un corps. Et c'est la fameuse famille humaine dont il parle déjà. Il parlera à Ferdinand de Lesseps, il citera cette tradition du prophète qui disait « Toute la création est la famille de Dieu », comme ça, toute la création est la famille du Créateur, et la plus aimée du Créateur est la créature la plus utile à sa famille. Il y a vraiment cette idée, et là, il est vraiment supra-religieux. On n'est plus uniquement... voilà, non. C'est vraiment quelqu'un qui s'adresse. Et on le voit souvent dans son expression. Par exemple, aux humanistes qu'il rencontre français, qui commencent déjà à se détacher du religieux, donc notamment aux maçons, aux francs-maçons, il va employer un langage que eux peuvent comprendre. Mais en fait, il dit toujours la même chose, avec cette idée que nous sommes aussi différents les uns des autres, mais appartenant à la même réalité et au même corps. Et ça, c'est vraiment cette idée. Je trouve qu'elle est très moderne. On voit bien aujourd'hui, je veux dire, la planète aujourd'hui, vous pouvez la comparer à un bateau. On est tous sur le même bateau. Imaginez un film où vous avez des gens sur une barque qui sont en train de se chamailler pour pas grand-chose. Et vous êtes quand même sur le même bateau. Et là, c'est pareil, maintenant on commence à le voir. Et en plus, pour le coup, c'est un bateau qui est dans le vide, avec des problèmes dans lesquels l'humanité est responsable. Et on devrait revenir à cette idée simple. Nous appartenons à la même famille. Il y a une communauté de destin. C'est plus comme nos parents ou nos arrière-grands-parents. Aujourd'hui, on voit bien que je peux avoir des amis n'importe où dans le monde par le biais des réseaux, des connexions avec des cultures très différentes. On se nourrit des autres. Tout circule, la marchandise, les guerres, les migrants, les réfugiés, la pollution, tout se communique aujourd'hui. Donc, encore une fois, il y a une réalité. Et je trouve que chez Abdelkader, il y a ce visionnaire qui a su voir avant tout le monde, je dirais, et avec force, que l'humanité est une famille. Voilà, tout simplement. Mais encore une fois, il a une conscience, malheureusement, qu'on n'a pas encore
que très peu de gens, enfin il y en a bien sûr, mais ont réussi à atteindre. C'est vraiment s'élever pour essayer de comprendre que l'autre, c'est une partie de moi-même, quoi, en quelque sorte. Et là, regardez l'égoïsme dans lequel on est à cette époque aujourd'hui. Regardez cette mer Méditerranée qui a relié tant de civilisations aujourd'hui, c'est un mouroir. C'est une catastrophe, c'est une honte. Et je ne le dis pas pour le français, pour tout le monde. Là, récemment, je ne sais plus à qui je disais ça, j'ai dit, mais j'ai presque honte d'être humain. Je veux dire, c'est vraiment honteux. Je veux dire, on n'a jamais vu ça. Même dans le règne animal, il y a une solidarité. Quand vous étudiez les sociétés animales, il y a un équilibre qu'on a complètement perdu. Et pourquoi ? Donc c'est pour ça que je vous dis, oui, effectivement, pour revenir à ce que vous dites, oui, il y a une foi. Mais encore une fois qui évidemment qui est verticale, mais en même temps horizontale. C'est-à-dire que celui qui croit en Dieu croit aussi en l'humanité. Et moi, je pense que le risque le plus grand aujourd'hui, je le vois bien, c'est que l'humanité désespère d'elle-même. C'est-à-dire, si on n'a plus foi dans l'humanité, dans le lendemain, on va vers notre destruction. Donc, il faut vraiment rétablir cette connexion dans la foi dans l'homme, dans le destin, par des projets et une vision commune, comme lui-même l'appelait. Il l'a dit clairement, il a dit que si on l'avait écouté, il l'écrit en 1857, si les chrétiens et les musulmans avaient voulu me prêter attention, j'aurais fait d'eux des frères à l'intérieur et à l'extérieur. Mais ils n'ont pas voulu avoir une foi commune ou une vision commune. Ra'i wahid en arabe. Donc, une vision commune. Je ne dis pas la suite parce qu'elle est un peu plus terrible. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a eu des visionnaires à travers l'histoire. Abdelkader en fait partie, mais malheureusement, l'homme, justement, dans ce manque de conscience, va souvent faire des choix cruels. Voilà. Mais bon, peut-être qu'on est dans une période où Abdelkader sera peut-être, où toutes les figures comme Abdelkader seront enfin, comment dire, érigées. Le mot n'est pas terrible, mais chanter comme des modèles possibles d'une humanité plus humaine, en quelque sorte. Merci Ahmed Bouyardene, merci Frédéric Magnan, merci au public. Et ce que je vous propose, c'est qu'on continue d'échanger. Alors là, pour le coup, on a à notre disposition des exemplaires de La Plume de Tahir et du Talisman d'Abdelkader, mais aussi d'autres livres autour de l'émir Abdelkader. Donc, je vous invite à nous rejoindre si vous souhaitez vous faire dédicacer des exemplaires et aussi un petit verre pour vous rafraîchir. Encore merci. Merci à l'équipe technique d'Unisson.